Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que 2026 a commencé comme il faut pour vous et que vous préparez bien fort les premières échéances de l'année. Il y a quelques temps, sur Insta, je vous ai demandé de me poser des questions pour une vidéo Q&A que j'avais envie de vous faire. Bah voilà, on y est, donc on va y aller tout de suite. La première question, et j'en ai reçu 3-4 comme ça, c'était par rapport à Kona et vous me demandiez quel était mon objectif là-bas. Bah, en réalité, il n'y en a pas. Le seul objectif que j'ai, c'est comme j'avais en 2024, c'est de finir avant qu'il fasse nuit. Donc, bon, je pense que si on est aux alentours des 10 heures maximum, normalement, ça devrait le faire. Mais après, j'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer le combo chaleur et humidité, plus un parcours vélo qui est vraiment pas simple là-bas. Il y a un dénivelé qui est quand même assez important, même s'il n'y a pas d'énorme ascension, bah, c'est quand même un truc qui est assez usant parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas de partie plate. Et il y a la particularité aussi sur l'île d'avoir des vents qui vont un petit peu tourner au fur et à mesure de la journée en fonction des endroits. Et souvent, c'est un peu bête que ça soit comme ça, mais on a l'impression de l'avoir tout le temps de face. J'ai jamais eu l'impression de l'avoir tout le temps dans le dos. Donc bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc du coup, c'est un parcours qui est assez difficile, à la fois par les conditions, à la fois par le parcours lui-même. Donc je pense que je serais content avec voilà, quelque chose aux alentours des 10 heures. Si j'arrive à faire en dessous, tant mieux, ça serait génial. En tout cas, je veux juste pas arriver après la nuit. Je veux avoir des belles photos de jour à la ligne d'arrivée. Donc voilà, ça sera l'objectif. Mais en tout cas, ça sera surtout passer un beau moment. En vrai, cette course-là, c'est pas vraiment pour le temps que j'y vais, c'est juste pour vivre l'expérience là-bas. Déjà, aller sur place, être sur cette île, juste vivre un peu le truc. Et déjà, ça, c'est vraiment cool. Après, le temps, forcément, j'ai envie de faire une belle course. Je vais pas être dégoûté si jamais je fais un temps qui est pas ouf. C'est pas vraiment l'objectif sur place. Mais par contre, si j'arrive à faire moins de 10 heures, ça serait cool parce que ça me permettra d'arriver la journée. Allez, deuxième question. Alors, comment tu concilies boulot et entraînement? Et j'en ai reçu pas mal dans le même genre. Comment est-ce que je fais pour voyager autant avec le travail et tout ça? Alors bon, c'est un peu une question qui est un peu relou parce qu'en fait, c'est une question que j'ai reçue plein de fois. Donc tout ce qui est travail et tout, c'est pas intéressant, c'est pas le sujet de la chaîne, c'est vraiment pas le genre de truc sur lesquels j'ai envie de m'étendre. Tout ce qui est argent, toutes ces choses-là, c'est pareil, ça m'intéresse pas d'en parler, c'est pas le sujet de la chaîne non plus. Par contre, tout ce qui est comment concilier en fait une vie professionnelle avec les entraînements, ça c'est déjà plus pertinent. Et je pensais que donc c'était une bonne question à laquelle je pouvais essayer de répondre. J'ai pas toutes les solutions, j'ai pas toutes les clés. Parfois c'est plus difficile qu'à d'autres moments. Et au final, je pense que le point à retenir, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas en fait une solution miracle. Il faut juste savoir s'adapter, il faut avoir une capacité à s'organiser, il faut savoir mettre des priorités. Parfois dans l'année, la priorité, elle va être sur le travail, elle va être sur la famille, elle va être sur, je sais pas, d'autres loisirs peut-être, d'autres choses qu'on a à faire. Parfois, elle va être sur le sport, mais on va pas avoir les mêmes priorités à chaque moment de l'année. Donc du coup, je pense qu'il faut éviter de déjà angoisser ou stresser parce qu'on n'arrive pas à tout caler, on n'arrive pas à tout faire, on n'arrive pas à tout faire aussi bien qu'on le voudrait, on n'arrive pas à mettre autant de temps dans chaque chose qu'on aimerait le faire. Déjà, il faut se rappeler qu'une journée, elle a que 24 heures. On ne peut pas faire plus. On est tous, à ce niveau-là, sur un pied d'égalité. Donc, parfois, il va falloir consacrer un petit peu plus au travail. Parfois, ça va être un petit peu plus à la vie de famille. Parfois, ça va être un petit peu plus pour les entraînements. Ça va dépendre de l'époque, ça va dépendre de vos objectifs. Ça va dépendre aussi de votre manière d'être, votre caractère, ce que vous mettez en priorité par rapport à d'autres choses, tout simplement. Donc, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui aide beaucoup, c'est d'avoir une organisation qui est pensée à l'avance. Généralement, par exemple, moi, je sais que vers 11h, 11h30, je vais partir à la piscine. Ça va me prendre 1h30, 2 heures. Je sais qu'en fin de journée, je vais avoir entre 2 et 3 heures si jamais je souhaite faire une énorme séance. Mais en tout cas, j'ai toujours 1 heure à minima pour faire une séance qui me permette de caler 2 séances minimum par jour. Le week-end, je sais que j'ai beaucoup plus de temps. Le samedi et le dimanche, c'est généralement là où je mets les séances un petit peu plus longues en vélo et en course à pied. Et le reste de la semaine, j'essaye en général d'avoir 2 heures par jour. Donc c'est souvent 1 heure le midi, 1 heure le soir. Ça peut être 3 heures par jour, ça peut être 1 heure le midi, 2 heures le soir, ou 2 heures le midi, 1 heure le soir. Ça peut être 2 heures le midi, 2 heures le soir aussi, ça je le fais moins.
Et en gros, l'objectif que j'ai, c'est en fin de semaine d'arriver entre vendredi soir, on va dire, d'arriver entre 9h et 11h d'entraînement déjà. Comme ça, le week-end, ça me permet de vraiment avoir un focus sur les sorties longues, souvent sur du tempo, et d'arriver à des semaines qui vont faire, on va dire, en moyenne 15 heures, et après, quand il faut pousser un petit peu plus, une vingtaine d'heures. Mais clairement, c'est juste de l'organisation, savoir quelles sont les priorités à quel moment, savoir dire non parfois à certaines choses parce que parfois on a des sollicitations, parfois il y a des choses que on pense devoir faire, mais au fond on les fait un petit peu à contre-cœur. C'est important de savoir dire non et juste se rappeler voilà, quel est l'objectif à un moment donné et se donner les moyens d'y arriver. Allez, question suivante. Quand est-ce que je remplace mon Canyon ? Le Canyon, ça je sais pas quand est-ce que je vais le remplacer, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de meilleur vélo que le Canyon à l'heure actuelle. Alors il y a plein de vélos que je trouve intéressants, il y a le Cadex Free que je trouve sympa, après je trouve qu'il est beaucoup moins polyvalent, il est probablement différent à manier, il est probablement super performant une fois qu'il est lancé sur du plat. C'est quand même le genre de parcours que je préfère, donc à un moment j'avais quand même un petit peu envisagé le truc. Après, je trouve que par certains endroits, il est un petit peu grossier aussi comme vélo. Le devant, ça fait un peu brut, ça fait pas ultra travaillé. Et du coup, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais trop poursuivi. Il y a d'autres vélos qui sont intéressants, mais je trouve que le Canyon, c'est quelque chose qui à la fois, au niveau esthétique, ce qui a quand même une importance, ça me plaît beaucoup. La couleur, je trouve qu'elle est ouf. Après, vous pouvez me dire que je peux repeindre n'importe quel vélo de la même couleur, c'est vrai. Mais bon, celui-là, il est déjà peint comme ça, donc ça me va bien. L'intégration, je trouve qu'elle est dingue, que ce soit au niveau de la petite boîte à outils là, qui est au niveau du pédalier, ça c'est déjà top en soi. Après, il y a la bento box, ça permet de mettre, ceux qui prennent des gels, moi c'est pas ce que je prends, mais ceux qui prennent des gels, ça permet de stocker pas mal là-dedans. Après, il y a pas mal de possibilités aussi au niveau du cockpit. Mais je pense que surtout, c'est le combo en fait entre le confort, la performance, le design, l'intégration. Donc, c'est pas vraiment un truc par rapport à un autre qui fait que pour l'instant, j'ai juste pas trouvé mieux. J'en ai regardé d'autres. Mais voilà, c'est pour l'instant celui que je préfère. À chaque fois que je regarde une autre marque, il y a toujours un truc qui va pas me plaire. C'est pas vraiment le cas avec le Canyon, donc finalement la réponse courte, ça sera que je le changerai soit quand il sera pété en deux, soit quand il y aura une nouvelle version qui en sortira, et ça j'espère que ça va être pour bientôt. Allez, prochaine question, est-ce que j'envisage de faire d'autres courses que des courses Ironman, comme Embrun, Gérardmer, l'Alpe d'Huez? Alors, ouais, j'en ai déjà fait, j'ai déjà fait Embrun, j'ai déjà fait le full à Embrun, donc l'Embrunman, j'ai déjà fait le L à Embrun. J'ai dû faire aussi, ce que j'ai fait d'autre à part des Ironman, j'en ai fait un en Espagne, dans une petite ville qui s'appelle Gandia. J'avais fait le format 70-3 et le format full. Une course qui est assez cool, ça s'appelle ICANN, qui est en octobre généralement. Alors pour le coup, c'est super plat, ça va vite, c'est vraiment sympa. C'est une petite course qui est pas... qui n'a pas de label particulier, mais qui est franchement plutôt sympa. C'est plat, la natation elle se fait dans le port. Ensuite, il y a le vélo. Alors par contre, c'est 5 ou 6 boucles, donc c'est un peu relou avec le trafic, mais après, il n'y a pas non plus énormément de monde. Et la course à pied, je crois que c'est 4 boucles de 10 km le long de la plage. Donc s'il n'y a pas énormément de vent, pour le coup, c'est une course qui est pas mal à faire si jamais on veut faire un temps rapide et qu'on n'a pas envie d'avoir du dénivelé. Mais depuis, c'est vrai que j'ai pas, à part si, il y a le Norseman, forcément, qui n'est pas une course Ironman. Mais à part ça, il y aura cette année Challenge Roth, qui sera en juillet. Enfin, normalement, cette année, je devrais le faire. C'est pas une course Ironman. Et il devait y avoir le L à Carcan, que finalement, on ne va pas faire. Après ça, honnêtement, les courses que vous m'avez dit, Embrun, j'ai clairement pas envie de le refaire. C'est pas un parcours qui me plaît. Je trouve que l'organisation, elle est pas ouf. Déjà, les routes ouvertes, c'est pas génial. Les ravitaillements, je trouve que c'est pathétique d'avoir Enfin, moi, quand je l'ai fait, c'était des espèces de verres recyclables. Les mecs, ils récupéraient les trucs par terre, ils remettaient ça dans... Enfin, je trouvais ça hallucinant.
Et ouais, je trouve que l'organisation, c'est un peu, c'est pas ouf. Je pense que la course, elle mérite beaucoup mieux. Je trouve que les barrières qu'ils mettent, des espèces de barrières là, pour mettre les vélos dessus, c'est pas génial. Le vélo que j'avais utilisé quand je l'ai mis dessus, bah, le truc il est rayé, parce qu'en fait, c'est pas fait pour poser des vélos comme ça. Il y a tout un tas de choses qui font que c'est un bel événement, mais c'est fait avec voilà, des moyens qui sont un peu ridicules. Donc, c'est clairement pas une course que je vais refaire. Au-delà du parcours, l'organisation, elle me plaît pas. Et à côté de ça, Gérard Armé, je crois qu'il y a pas mal de dénivelé. C'est pas forcément pour moi. Je crois que c'est une course qui a l'air assez sympa, mais voilà, c'est un parcours qui m'excite pas nécessairement. Et après ça, l'Alpe d'Huez, alors là, pour le coup, si je veux faire un sale temps et subir du début à la fin, je pense que c'est vraiment la course qu'il faut que je fasse, parce que le vélo, je pense que c'est une véritable punition, c'est juste pas pour mon profil. Et après, la course à pied, c'est une raclée aussi. Ça doit être une course qui est super jolie, parce que le cadre, il est magnifique. Que ce soit la nage, le vélo, la course à pied, je pense que c'est vraiment super beau. Par contre, quand je vais faire une course, c'est quand même pas pour... voilà, j'y vais pas en mode suicide pour faire un truc où je sais que de base, je vais pas kiffer et je vais en chier. Et là, l'Alpe d'Huez, honnêtement, c'est juste pas pour moi. Après, qu'est-ce qui me plairait bien ? Je pense qu'un triathlon un peu ouf, comme en Patagonie, le Patagonman, je crois, ça ressemble un petit peu à l'Embrunman en un sens, c'est un truc qui me plairait. Le seul truc, c'est que voilà, c'est à l'autre bout du monde. Déjà, le Norseman, c'est pas facile pour y aller, il y a toute une organisation. Le truc en Patagonie, je crois que c'est vraiment la raclée pour y aller, s'organiser pour une course là-bas. Je pense que c'est cool. Je pense que les paysages, pour le coup, ils sont magnifiques, même si c'est voilà, un parcours qui, à la base, c'est pas forcément ce que je kiffe. Je pense que c'est une expérience. C'est comme le Norseman, c'est une expérience. Et pour ça, j'aimerais beaucoup le faire, mais bon, ça va pas être pour tout de suite. On va encore attendre un petit peu. Donc, normalement, pour les prochaines courses, ça sera essentiellement des courses Ironman, surtout des fulls, 73 peut-être. J'en ai pas encore calé cette année, mais j'aimerais bien en caler un. Et voilà, il y aura peut-être d'autres choses, mais c'est pas prévu pour l'heure actuelle. Allez, question suivante. Jusqu'à quel âge je compte performer et qu'est-ce que j'envisage après ? Déjà, performer, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, performer, c'est déjà pas éclater pendant la course. C'est réussir à faire un temps qui, à la fois dans mon groupe d'âge, a du sens par rapport à mon objectif et en termes de classement général, n'est pas non plus ultra ridicule. Donc, et puis c'est aussi voilà, avoir l'impression de progresser. Donc je dirais que tant que je progresse d'année en année, et ça en natation, j'ai quand même l'impression de progresser. En vélo, j'ai l'impression de progresser. En course à pied, pareil, j'ai l'impression de progresser. Et au final, même si tout ne se fait pas au même niveau, même si parfois j'ai l'impression de progresser vachement plus que dans un sport que dans l'autre, ou alors du coup de régresser dans un sport parce que j'ai vraiment mis l'accent sur un autre, au final, quand je regarde d'année en année, le tout, ça va quand même vers le haut. Et donc, à ce niveau-là, c'est ça que pour moi, j'appelle la performance. C'est surtout par rapport à ce que moi, je suis capable de faire et par rapport à ce que j'ai fait avant et ce que je pense être encore capable de faire et le type de temps que je suis capable d'aller chercher. Et donc, je dirais que ça, c'est pour moi ce que j'appelle performer. Donc, j'ai pas vraiment de limite en termes d'âge. Je dirais que tant que j'aime le sport, tant que ça me plaît de faire ce sport-là, tant que j'en ai la capacité et que ça me motive, il n'y a pas de raison de passer à autre chose. Donc, il n'y a pas vraiment de date limite à ce niveau-là. Et ce que j'envisage après, en fait, moi, je ne suis pas professionnel. Donc, en réalité, j'envisage rien après. Moi, c'est un passe-temps, une passion. C'est quelque chose qui fait partie vraiment de ma vie, mais ce n'est pas quelque chose où je me dis, une fois que j'aurai pris ma retraite, je ferai ça. Donc, c'est clairement pas quelque chose que j'envisage comme ça. Donc, qu'est-ce que je ferai après quand je ne pourrai plus faire ça ? J'en sais rien, il y a plein d'autres trucs que j'aime, que ce soit dans le sport, que ce soit dans d'autres domaines, la musique, des choses comme ça. Donc ça sera probablement pas une seule chose en particulier, probablement un mélange de choses, parce que le triathlon et surtout ce type de format,
ça prend énormément de temps et du coup, quand on arrête de faire ça, en tout cas quand on arrête de le faire avec ce type de volume qui nécessairement est un peu un composant aussi de la performance, forcément ça libère du temps pour faire plein de choses. Donc voilà, ça sera probablement un mélange de choses, mais je ne suis pas persuadé que je quitterai nécessairement ce milieu-là, même si moi je pratiquais plus de la même manière. Là, on est en train de déployer notre application Altrium pour voilà, l'entraînement triathlon. C'est quelque chose qui déjà manque un petit peu plus aussi dans ce domaine-là. Donc même si moi j'arrêtais de faire les courses comme je l'ai fait actuellement, je ne pense pas que du jour au lendemain je disparaîtrais de ce milieu-là en tout cas. Donc bon, voilà, il n'y a pas vraiment de réponse très précise. Quand est-ce que j'arrêterai, enfin si j'arrête de performer ou jusqu'à quand je pense pouvoir performer et qu'est-ce que je ferai après, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est pas vraiment quelque chose auquel je réfléchis. Pour l'instant, tout se passe bien, donc pas vraiment de raison de passer à autre chose. Alors ça, c'est une question aussi, on m'a posé 2-3 fois, j'ai eu quelques personnes visiblement qui se sont concertées. Est-ce que tu vas sortir plus de vidéos et de podcasts en 2026 ? Alors, c'est vrai qu'en 2025, j'ai pas sorti énormément de vidéos. J'ai pas sorti non plus. Alors déjà les vidéos, ouais, j'en ai pas sorti énormément. Déjà par manque de temps, aussi parce que après ce petit épisode de Texas, il y a quand même eu un moment où voilà, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. J'avais pas grand-chose à raconter. J'avais un peu la flemme de faire des vidéos qui n'étaient pas sur des courses. Donc voilà, des vidéos, je ne sais pas, que ce soit sur des produits, du matériel, des conseils, je ne sais pas trop. J'avais un peu la flemme de faire ça. Et du coup, je me suis vraiment plus focus sur des débriefs de courses. Et comme il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu grand-chose à raconter. En 2026, j'aimerais bien en faire plus. J'aimerais bien me tenir minimum à une vidéo par mois. Après, c'est pas facile parce qu'au final, j'ai pas de personne qui m'aide pour voilà, monter, pour faire la production finalement de la vidéo. Donc, quand c'est pas une vidéo de course, je dois faire un script, je dois penser tout ça, je dois le filmer, je dois faire le montage, je dois faire toutes ces choses-là. Ça prend un temps fou en plus de tout le reste. Et surtout si je veux que ça soit bien fait, que voilà, ça soit joli à regarder, que ce soit pas juste des coupures qui s'enchaînent. C'est pas forcément ce que j'aime faire. Donc du coup, pour que ça soit bien, il faut y consacrer du temps. Et parfois, j'ai juste pas pris le temps pour faire ça, parce que le temps que j'ai disponible, je l'ai consacré à d'autres choses. Donc l'idée, c'est déjà naturellement pour toutes les courses, sortir des vidéos, ça c'est clair. J'aimerais vous en sortir plus comme je faisais avant, juste pour garder une actualité, pour pouvoir aussi parler de plein de choses qui, je pense, sont intéressantes. Je ne vais pas nécessairement le faire sous le format vidéo, ça sera peut-être aussi en podcast, juste pour parler de choses, que ce soit beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire, parce que déjà quand il n'y a pas la vidéo, c'est beaucoup plus simple à couper, à faire les enchaînements et à produire quelque chose qui puisse s'écouter proprement et rapidement. Donc l'idée, ça va être quand même sortir un petit peu plus de vidéos que l'année dernière. En termes de podcast, je crois qu'on en était à 11 ou 12, donc finalement un par mois. C'était pas si horrible que ça en termes de programmation. Là, j'aimerais bien en faire un petit peu plus, mais c'est pareil. Il faut que je trouve des sujets intéressants. Il y en a quelques-uns qui sont prévus, donc ça va être cool avec quelques invités et ça va être sympa d'échanger avec eux. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment essayer d'en faire un petit peu plus en 2026 qu'en 2025. C'est juste une question de temps. C'est pareil, ce que je vous disais avant, c'est une question de priorité. Et donc pour ça, il faut que ça tombe au bon moment, là où je ne suis pas obligé d'allouer mon temps disponible à d'autres choses qui me paraissent plus importantes à ce moment-là. Alors, prochaine question. Quelle application utilises-tu pour suivre tes données de type récupération, HRV ? Alors ça, je n'utilise pas vraiment d'application. J'ai une application en fait pour le HRV, donc c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, qui s'appelle HRV for Training, avec un 4. C'est une application en fait le matin au réveil. On met son doigt sur le téléphone, sur la caméra, et avec la lumière du flash, visiblement, ça fait une lecture sur le doigt. Et donc, on a cette information-là le matin. Ça doit faire, je
sais pas, peut-être 2-3 ans que je le fais, donc j'ai toute cette historique-là de données. Ce qui est vrai aussi, c'est que au final, j'en fais pas grand-chose parce que je pense que pour savoir interpréter ça de manière précise et utile, et surtout pour pouvoir en faire quelque chose, il faut avoir quand même pas mal de connaissances que je n'ai pas nécessairement développées. Je n'ai pas non plus nécessairement envie d'y consacrer beaucoup de temps parce que ça reste quelque chose de très marginal par rapport à l'utilité que j'y vois. Parce qu'en fait, souvent, le truc, il va me dire... Alors, déjà, quand ça marche, le truc, il va me dire « Ok, tu as l'air en forme. » Et oui, effectivement, je me sens en forme. Ou alors, « Tu as l'air fatigué. » Effectivement, je me sens fatigué. Quand je suis malade, le truc, il ne me donne pas des données qui sont terribles. Donc, ça fait finalement que confirmer quelque chose que je sais. Par contre, il y a des fois aussi où le truc, il délire, il me dit n'importe quoi. Je me sens ultra bien et j'ai des données qui sont totalement éclatées. Donc, c'est pas nécessairement toujours en ligne avec mon ressenti ou ce que je suis capable de faire dans les entraînements. Et je vais probablement pas non plus utiliser ça pour me dire « Ouh, attention, là, la mesure, elle est pas bonne, je vais lever le pied aujourd'hui ». Je me connais suffisamment bien pour savoir si je dois ou non lever le pied. J'ai pas besoin de ce genre de trucs-là. Donc, je trouve que c'est pas mal de l'avoir. Après, ça donne juste une tendance. Est-ce qu'il faut vraiment suivre ça au jour le jour et en tirer des conséquences et des décisions? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses qui sont vachement plus importantes. Récupération, j'ai pas de truc particulier non plus. J'ai cette bague-là, donc ça c'est une bague Ultra Human, elle s'appelle, qui est pas mal. Ça permet de mesurer la durée du sommeil, ça permet de mesurer aussi pareil la variabilité de la fréquence cardiaque, le rythme cardiaque au repos. C'est intéressant, mais au final, ça fait un petit peu doublon avec les informations que j'ai avec la Garmin. Donc ça, c'est quelque chose généralement que je regarde quand même, la durée du sommeil, même si j'ai grosso modo quand même une idée de pareil. Enfin, au bout d'un moment, normalement, si on se connaît, si on s'écoute, on arrive quand même à savoir un petit peu où est-ce qu'on en est sans avoir besoin d'avoir toutes ces informations-là. Donc, ça fait un petit peu doublon, mais ça permet de peut-être avoir des informations un peu croisées ou de confirmer que pareil, il n'y a pas une mesure qui est totalement fausse si effectivement les deux sont dans le même sens. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise probablement pour le suivi un petit peu du sommeil. La Garmin, honnêtement, ça fait vraiment très bien le travail. C'est juste que, voilà, à force d'utiliser la Garmin, c'est sympa d'utiliser aussi d'autres choses de temps en temps, mais le résultat, on va dire que c'est globalement la même chose. Et en termes de récupération, c'est vraiment la grosse donnée que j'utilise, la durée du sommeil et la qualité du sommeil. En tout cas, avoir un petit peu les différentes phases de sommeil, ça permet quand même de s'assurer qu'on a quand même une récupération suffisante. Je pense que c'est quand même important. Et parfois, ce qui est clair, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre des nuits qui sont peut-être un peu moins bien passées ou je ne sais pas pour quelle raison, entre 3h et 5h, je suis là à tourner dans le lit, j'arrive pas à m'endormir et la fatigue le lendemain. Et c'est vrai que quand je regarde ensuite les informations sur la montre ou sur l'appli Garmin ou cette appli Ultra Human, j'arrive à trouver un petit peu des corrélations, des explications, mais c'est surtout pour avoir une sorte de tracking, d'agenda, disons, de comment ça s'est passé et d'historique pour voir un petit peu la relation et le lien. Et par exemple, lorsque je m'étais pété les côtes après le Texas, je passais des nuits qui étaient horribles à cause de la douleur. Je me réveillais à 2h du mat, et après à 3h, et après à 4h. Et après, forcément, j'étais éclaté le lendemain. Et les données sur la montre, nécessairement, elles étaient cohérentes. Donc ça, c'est vraiment le seul truc que j'utilise pour traquer la récupération. Pas vraiment grand-chose à part ça. Je dirais que quelque chose d'assez important, ça peut aussi être le rythme cardiaque, qui normalement est relativement stable à certains niveaux. Si pour une raison ou pour une autre, on a des jours où le rythme cardiaque moyen hors séance de sport
reste relativement élevé, ou pareil, pendant la nuit, il reste relativement élevé par rapport à ce qui normalement est la base. Voilà, là, ça peut peut-être indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça peut être un début peut-être je sais pas, d'un coup de froid, d'avoir la crève un peu ou quelque chose. Ça peut être juste le surentraînement aussi. Donc, ça, c'est des choses, je pense, qui sont beaucoup plus intéressantes et un peu plus tangibles et faciles à comprendre que HRV ou des choses comme ça. Donc, je dirais que c'est important de rester basique en fait et d'utiliser des choses qui sont parlantes, qui sont faciles à comprendre, qui sont faciles à regarder et qui sont faciles à interpréter. Et pour moi, si je regarde la durée du sommeil, la qualité du sommeil et je regarde le rythme cardiaque, j'ai quand même 99% des informations dont j'ai besoin. Tout le reste, pour moi, c'est un peu de la flûte et je pense qu'au bout d'un moment, trop d'informations, c'est clairement pas nécessaire. Allez, question suivante. Est-ce que je travaille tous les sports par phase ou au même rythme? Je dirais qu'on va répondre en deux parties. C'est-à-dire que forcément, quand on fait du triathlon, on va travailler tous les sports en même temps. Et je ne vais pas me dire, à ce moment-là, je vais délaisser totalement le vélo ou délaisser la course à pied ou délaisser la natation pour avoir un focus sur les autres sports ou sur un autre sport. Parce qu'en réalité, je ne vois pas trop l'intérêt de vraiment se tabasser sur un sport. Ce que ça veut dire, c'est que dans les autres sports, on régresse ou on stagne. Donc de manière générale, il n'y a pas un moment où je ne vais pas travailler un sport. Alors, là, quand j'étais en Australie au mois de décembre, je n'ai pas touché le vélo pendant 5 semaines. Mais ça, au final, c'est ce qu'on peut appeler aussi une coupure hivernale, même si à côté de ça, je nageais beaucoup, je courais beaucoup. C'est juste que, flemme de remonter le vélo, pas vraiment la possibilité d'en louer un, et puis aussi juste autre chose à faire, en fait, que d'aller faire du vélo à cette époque-là. Du coup, c'est pas une période où tout a été travaillé en même temps, mais en temps normal, tout est fait en même temps, tout est fait avec un volume suffisant pour à minima maintenir, probablement aussi progresser. Après, par contre, il va y avoir des périodes où on va avoir un focus spécifique sur un sport sans pour autant délaisser les autres. Ça veut dire qu'il y aura peut-être plus d'intensité sur, je dis n'importe quoi, mais le vélo, ce qui veut dire qu'on va essayer de développer certaines choses sur ce sport-là. Il y aura peut-être du coup un petit peu plus de fatigue, il y aura peut-être un petit peu moins d'intensité ou un petit peu moins de volume en natation et ou en course à pied. Mais l'idée, c'est jamais de juste travailler quelque chose, laisser de côté le reste. Et on va toujours essayer d'avoir une bonne balance entre les trois sports, ce qui, comme je vous le disais, n'empêche pas d'avoir des blocs spécifiques de travail dans un des sports par rapport à un autre. Si on veut à un moment travailler plus de vitesse en course à pied, ça va forcément passer par un petit peu plus d'intensité. On ne peut pas non plus faire de l'intensité et du volume tout le temps sur tous les sports. Donc, il faut trouver un bon ajustement. Il faut bien arbitrer entre ce qu'on va faire pour qu'on puisse progresser à la fois sans déjà être totalement éclaté et puis sans non plus se blesser. Mais la réponse courte, c'est que tous les sports sont travaillés en même temps. Il n'y a pas de période où les sports sont 2 sur 3 ou 1 sur 3 sont délaissés pour travailler les autres. L'idée, c'est de vraiment tirer tout vers le haut. Puis de toute façon, il y a aussi des interactions entre tous ces sports-là. Donc si on est à un moment ultra focus sur la course à pied, mais en fait, le vélo, je l'ai laissé un petit peu de côté. Et quand j'arrive à la course à pied, je suis déjà cramé parce qu'en fait, je n'ai pas suffisamment travaillé le vélo. Au final, ça ne m'aura pas servi grand-chose de travailler la course à pied. Donc, c'est pour ça que l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est important de essayer de tirer le tout vers le haut en ayant des blocs ou des micro-blocs de travail sur des aspects spécifiques dans chacun des sports, mais toujours en gardant en tête que ça reste un sport enchaîné et que c'est difficile de regarder un sport de manière isolée sans regarder les autres et sans essayer d'ajuster les curseurs pour tirer un petit peu le tout vers le haut en même temps, même si ça se fait à des vitesses un petit peu différentes. Allez, question suivante. Est-ce que... alors celle-là, je l'ai eu quelques fois aussi. Est-ce qu'on te voit bientôt sur un Aerox ? La réponse courte, c'est non. Pourquoi ?
Pour tout un tas de raisons. Alors déjà, la salle de sport, je déteste ça. J'aime pas ça. J'aime pas y aller. Je déteste pousser des poids. J'aime pas ça. C'est vraiment pas mon truc. Mais bon, je pense que c'est pas mal de le faire de temps en temps, mais vraiment y aller de manière régulière, c'est pas pour moi. Et en plus de ça, je vois pas trop. J'y vois juste pas d'intérêt en fait pour moi. C'est pas un truc que j'apprécie. C'est pas une pratique que je surkiffe. Donc ouais, honnêtement, flemme déjà. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est un sport différent. C'est pas du tout pareil que le triathlon. Ça fait probablement appel à des capacités différentes. Il y a le côté force qui est un petit peu plus présent. Il y a quand même un physique qui n'est pas nécessairement le même, hein, qui permet de bien performer en triathlon. Il y a ce côté hybride qui, pour moi, ne me parle pas du tout. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de faire. Peut-être que j'en ferai un jour, mais en tout cas... dans l'immédiat, c'est pas un truc que j'envisage. Après, pourquoi pas, tout peut arriver, je peux me laisser convaincre, mais il y a plus de chances que ce soit un truc en duo qu'un truc seul, parce que honnêtement, flemme, et juste me motiver à faire ça tout seul, je suis pas sûr que j'aurai le courage. Après, ça peut être un bon kiff à faire avec quelqu'un, mais bon, pareil, tellement d'autres trucs à faire qui me plairaient plus, que je trouve plus sympa. Je préfère, plutôt que faire ça, je préfère faire un semi-marathon, je préfère faire un marathon, je pense que je préfère même faire un trail en fait que faire un Ironman. Ça arrive vraiment très très bas dans ma liste. Donc, pour l'instant, la réponse courte, ça va être que non. Mais on ne sait pas. Il ne faut jamais dire jamais pour ce genre de choses-là. Sur un malentendu, on peut se laisser embarquer dans un traquenard et peut-être que du coup, ça arrivera un jour. Mais clairement, ça va pas être pour tout de suite normalement. Allez, autre question. Tu t'es qualifié pour Kona en Australie où le niveau est relativement élevé. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle manière de se qualifier pour les championnats du monde ? Normalement, je dirais que c'est probablement plus difficile qu'avant. Parce qu'on a déjà 2 fois moins de place. Donc le fait qu'on ait les femmes et les hommes à Kona en même temps, ça veut dire qu'il y a 2 fois moins d'hommes et 2 fois moins de femmes normalement. Donc déjà, rien que sur ça, la possibilité de choper un slot est déjà beaucoup plus réduite parce qu'on n'en a pas autant. Après, sur le niveau en Australie, honnêtement, je n'ai pas trouvé que le niveau il était meilleur pire qu'ailleurs. Souvent, on dit, j'entends ou je lis qu'aux States, le niveau il est moins élevé qu'en Europe ou autre. Je crois qu'on m'avait déjà posé la question à un moment et je me demande si c'était pas dans le dernier Q&A que j'avais fait d'ailleurs. Je pense que pour les gens qui sont compétitifs, qui veulent faire un temps, qui veulent faire un podium, qui veulent avoir un slot, peu importe où tu vas faire la course, ça va pas être facile, ça va être difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un ou plusieurs quelqu'un qui ont un niveau de ouf et les mecs ils sont pas là pour enfiler des perles et nécessairement ça va pas être facile. Après, je pense que c'est plus la densité qu'il faut regarder que le niveau en fait comme ça. La densité pour moi ça veut dire que sur certaines courses, effectivement peut-être que c'est par groupe d'âge, je sais pas, c'est le top 5 ou le top 10 qui a un niveau de ouf, alors que dans d'autres courses, ça va être le top 15 ou le top 20. Et par exemple, si on regarde des courses comme, je sais pas, peut-être Francfort, Hambourg, des grosses courses comme ça en Europe, je pense que le niveau il est ouf parce que on voit qu'en fait les temps ils descendent beaucoup plus bas. Alors que ce n'est pas nécessairement des parcours qui sont très différents d'ailleurs, ils descendent beaucoup plus bas.
loin dans le classement, alors que si on regarde d'autres courses, alors je n'ai pas d'exemple en tête, mais pour des parcours relativement similaires, on va avoir 3, 4, 5 personnes qui vont avoir un super temps, et après il va y avoir un énorme gouffre pour la suite du classement. Donc je pense que c'est à la fois vrai et pas vrai. Je pense qu'il faut plus parler de densité, parce qu'en fait ceux qui sont dans le haut du classement, peu importe où est-ce qu'ils font la course, normalement ils devraient faire un bon temps. Je pense que le troisième élément pour répondre à ça, c'est le nouveau mode de qualification avec ces espèces de calculs qui font que même si on est, on va dire, troisième, donc moi j'étais troisième dans mon groupe d'âge en Australie, en fait, on ne sait pas trop si on va avoir le slot ou pas. Il faut attendre d'avoir cette espèce de classement qui soit fait, qui prend en compte les temps moyens sur les, je ne sais plus si c'est 3, 4, 5 dernières années, fait à Kona par les gens de mon groupe d'âge, pour avoir une sorte de pondération du temps. Et du coup, on se retrouve avec des temps qui sont un peu fantaisistes et des classements qui sont un peu chelous. Donc, je sais qu'Ironman, ils ont changé ça parce qu'il y avait une surpondération finalement pour les hommes relativement âgés dans leur groupe d'âge par rapport à des mecs beaucoup plus jeunes qui, en fait, sur le papier, les déchiraient totalement et leur mettaient 2 heures, 3 heures, mais ils arrivaient quand même derrière dans le classement. Et aussi par rapport aux femmes, où en fait, il y avait une très petite représentation par rapport aux personnes qui se qualifiaient. Donc, c'est difficile à dire. Je pense que jusqu'à la fin d'année dernière, c'était en fonction du groupe d'âge, probablement plus facile que, ou du sexe, plus facile que dans d'autres groupes d'âge. Après, je pense que ça a été un petit peu modifié justement pour éviter ce genre de choses-là. Et au final, comme c'est une nouvelle mesure qu'ils ont mis en place, c'est normal qu'il y ait aussi des adaptations. Et ça, c'est plutôt une bonne chose qu'ils l'aient fait. Mais la réponse courte, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile ? Honnêtement, je pense que c'est pareil. Ça n'a jamais été facile avant. Ça a toujours été difficile. Donc, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui compte vraiment. Et lorsque je vais faire une course, je ne vais pas commencer à essayer de calculer si je fais ce temps-là par rapport à leur pondération. C'est pas un truc qui me passe par la tête. Pour moi, j'y vais, j'essaie de faire la meilleure course que je peux. Et ensuite, c'est un petit peu hors de mon contrôle parce que ça ne dépend pas que de sa propre performance, ça dépend aussi de la performance de tous les gens qui étaient présents sur cette course-là. Est-ce qu'eux, d'ailleurs, ont eu une bonne perf ou pas ce jour-là ? Donc, c'est un peu... Il y a un petit côté obscur là-dedans, on ne sait pas trop... alors qu'avant, il y avait 4 slots dans son groupe d'âge. On arrivait 3e, on sait qu'on est qualifié, tout simplement. Maintenant, à part si on arrive premier, c'est un petit peu difficile de le savoir. Mais je ne pense pas que ce soit plus difficile, je ne pense pas que ce soit plus facile non plus, sauf si effectivement on faisait partie du groupe d'âge, j'en sais un, moi 60, 64, et qu'on a fait une course en fin d'année 2025, là, forcément il y avait peut-être un petit peu plus de facilité. Mais sinon, ça va toujours être difficile. Et maintenant, avec 2 fois moins de personnes, je pense que ça va pas aller dans le bon sens pour ceux qui veulent se faciliter. Ouais, je pense que ça va pas aller dans le bon sens pour ceux qui... Et là, avec 2 fois moins de slots, vu qu'on a les hommes et les femmes en même temps maintenant à Kona, je pense que ça va pas être super facile pour ceux qui veulent se qualifier. Mais au final, c'est les championnats du monde. Si c'était facile, ça n'aurait pas forcément la même saveur. Donc, autant que ça soit difficile, autant que les gens donnent tout ce qu'ils peuvent et qu'ils fassent de leur mieux pour y aller, qu'on prenne que les meilleurs, tout simplement. Sinon, ça d'intérêt au final. Allez, pour finir, parce que je vois qu'on est déjà à 45 minutes à peu près, donc j'ai pas envie que la vidéo elle dure 2 heures, même 1 heure, c'est pour ceux qui ont regardé, déjà merci d'être resté jusque là, mais juste répondre rapidement 2-3 questions, je trouvais sympa, et du coup qui normalement ne devrait pas trop prendre de temps à répondre. T'es plutôt 73 ou Ironman ? Moi je suis plus Ironman, déjà. Je trouve que j'arrive à performer mieux, probablement. Je sais pas si... en fait, pas vraiment. Je crois qu'en termes de perf, ça se vaut probablement plus ou moins. En tout cas, moi, je
passe un meilleur moment sur un Ironman qu'un 73. J'aime bien quand ça dure plus longtemps et je me dis aussi que vu la logistique qu'il faut mettre en place pour aller sur une course, faire un 73, au final, c'est pareil que faire un Ironman. Et je me dis, autant maximiser un petit peu le truc. Et c'est vrai que sur un 73, 4 heures et quart de course, ça passe super vite. Alors que sur un Ironman, on a quand même le temps de profiter un petit peu plus, passer un petit peu plus de temps sur le truc. Et de manière générale, je trouve que c'est un truc qui me convient plus. Moi, je préfère ça. C'est probablement plus taxant à tous les niveaux, mais c'est vraiment le truc que je préfère. Donc, si je dois choisir entre les deux, c'est probablement Ironman. Après, j'aime bien faire des 73 aussi. C'est vrai que j'en fais quand même beaucoup moins généralement, mais j'aimerais bien en coller un ou deux cette année. Je ne sais pas encore lesquels, mais c'est un truc que j'aime bien faire. Et en plus de ça, il y en a dans des endroits qui sont plutôt sympas où il n'y a pas nécessairement des Ironman. Donc c'est aussi un bon prétexte pour faire un petit voyage sympa. Autre question, est-ce qu'on te revoit bientôt sur le Norseman? Alors, ça, je sais pas. Moi, je l'ai déjà fait 2 fois, donc une fois comme participant, une fois comme support. Les 2 fois, c'était top. Les 2 fois, j'ai vraiment adoré. C'est totalement différent. On vit une aventure différente. Il y a plein de trucs qui se ressemblent. Il y a plein de trucs qui ne se ressemblent pas. Mais j'ai quand même un peu l'impression d'en avoir fait le tour. Est-ce que j'ai envie d'y retourner? J'en sais rien. Je pense probablement qu'un jour, j'y retournerai. Après, est-ce que là, j'ai envie d'y retourner? Pas nécessairement. Je pense que je kifferais un petit peu plus y retourner comme support que comme participant. Mais j'exclus pas le fait d'y retourner un jour. J'avais trouvé ça hallucinant comme aventure. C'était vraiment top. Les deux formats m'ont plu, que ce soit comme participant ou comme support. Donc au final, y retourner l'un comme l'autre, ça me plairait bien. Mais là, j'ai pas de date particulière. Ce sera probablement, c'est certain que ça ne sera pas cette année. On verra. Donc, pourquoi pas. Allez, avant-dernière question là-dedans. Est-ce que tu envisages de faire d'autres triathlons extrêmes comme le Norseman? Alors, la réponse courte, c'est non. Tout simplement parce qu'en fait, je surkiffe pas ce genre de parcours. Et en plus de ça, je trouve pas que faire un truc extrême, ça me corresponde. En fait, j'aime pas tout ce qui est ultra, tout ce qui est en rajouter pour en rajouter de la difficulté pour en rajouter. Je pense que un 73, ça peut déjà être extrêmement difficile si on y va à fond, si on se donne totalement pour faire une perf. Un Ironman, forcément, ça peut être extrêmement difficile aussi si on donne tout. Il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter de la difficulté, de la souffrance, des trucs du froid, je sais pas, des terrains chelous totalement éclatés. Pour dire à ça, j'ai fait ce truc-là. Moi, ça fait juste pas partie en fait de ce que je valorise comme expérience. Pour moi, peu importe en fait la distance. Si on se donne à fond, c'est déjà quelque chose qui en fait est super valorisant. J'ai pas besoin de rallonger les trucs, rajouter de la difficulté pour avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de ouf. Je suis ultra content lorsque je performe sur un 73, je suis ultra content si je performe sur un Ironman, et pour moi ça me va très bien. Comme je vous disais, le seul que j'aimerais bien faire, mais c'est pareil, c'est pour l'expérience, c'est pas parce que le cadre et juste découvrir aussi cette région, c'est le Patagon Man, qui doit être juste dingue, ça doit être magnifique, ça doit être très difficile, mais ça doit juste être une expérience magnifique. Le même style que le Norseman, juste en Amérique du Sud, à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est un truc qui me plairait bien un jour, mais à part ça, vous êtes clairement pas prêt de me voir sur un triathlon extrême. C'est vraiment pas mon truc et j'ai clairement pas envie d'en faire. Bon allez, et la dernière question pour finir, alors je l'ai laissée pour la fin parce que je trouvais ça un petit peu amusant comme question. Est-ce que tu penses être encore capable de passer sous les 9 heures? En fait, la réponse c'est oui. C'est clairement quelque chose que, en fait, je me le demande même pas. Bien évidemment que j'en suis capable. Après, il y a plein de choses qui peuvent faire que lors d'une course, c'est pas le cas. Déjà, le climat, le parcours.
l'état de forme, ce qui peut se passer pendant la course. Courses où j'ai eu un accident, d'autres courses où voilà, j'ai eu des problèmes gastriques sur le vélo, j'ai pas pu prendre la nutrition, j'ai pas pu m'hydrater comme il faut. Il y a d'autres courses, voilà, l'entraînement il était peut-être pas au top. Et parfois, il y a les planètes qui s'alignent et tout se passe bien et ça permet de faire des courses qui sont exceptionnelles. Alors pour moi, une course exceptionnelle, c'est pas nécessairement passer sous 9 heures. Je pense qu'en Australie, la dernière course que j'ai faite, c'était relativement exceptionnel parce que c'était quelques mois après avoir eu un accident qui était quand même assez grave, qui m'a empêché de m'entraîner comme il fallait pendant une bonne partie de l'année, qui m'a empêché de voilà, juste progresser et bâtir sur ce que j'avais déjà fait. Il a fallu revenir. Et même si j'étais pas sous les 9 heures, pour moi, c'est au final équivalent en termes de performance ou en termes d'effort, en termes de réalisation, parce que je sais d'où je venais et je venais d'un moment où j'étais incapable de pédaler, de courir, de nager comme il fallait. Et donc, il a fallu reconstruire tout ça. Donc, est-ce que je suis capable encore de passer sous les 9 heures? Clairement. Est-ce que je m'en sens capable? Bien évidemment. Est-ce que je peux encore faire mieux que le temps que j'ai déjà fait? Bien sûr. Et du coup, c'est aussi pour ça que je m'entraîne. C'est pas juste pour maintenir mon niveau, c'est pour progresser dans les 3 sports, pour progresser, parce que je vois le triathlon comme un tout. C'est pas juste monter chaque sport individuellement, c'est naturellement travailler sur chaque sport, mais le voir comme un tout et m'assurer que lorsque j'entraîne la course à pied, c'est toujours aussi en pensant que j'aurais probablement fait 180 km de vélo avant. C'est pas la même chose que de s'entraîner en course à pied sans avoir fait ça. Et donc du coup, ouais, la réponse courte, c'est bien évidemment que je me sens capable de faire moins de 9 heures. Bien évidemment que je vais le refaire. Et quand est-ce que ça sera? J'en sais rien. J'espère que ça sera en 2026. Si c'était au Texas, ce serait fantastique parce que là, ça serait vraiment une belle revanche. Mais on va voir. Ça sera probablement pas à Kona. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est certain que je vais refaire des courses où les performances vont être au top, où il y aura des temps qui s'approcheront des 9 heures. Et si possible, si les planètes s'alignent, on passera sous les 9 heures à nouveau. Bon, merci à tous pour vos questions. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous avez des commentaires sur ce que je vous ai dit dans ce Q&A. En tout cas, je trouve que c'est assez cool de pouvoir juste interagir comme ça. J'avais hésité à vous faire un live, en fait, où vous me posez juste les questions en direct et je vous réponds sur YouTube. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait se faire. Ça fait un moment que j'en avais fait un. D'ailleurs, j'en avais fait qu'un seul sur la chaîne. Et c'était un truc assez sympa. Donc peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Dites-moi si ça vous intéresse, pareil, en commentaire. Mais en tout cas, merci à tous, comme d'habitude. Moi, je vous dis, entraînez-vous à fond, donnez tout ce que vous pouvez et préparez bien vos premières échéances de 2026. On se retrouve très vite, que ce soit sur la chaîne ou en podcast. Je vous promets que je vais essayer d'en produire beaucoup plus cette année. Et à bientôt les amis.